Merci, merci de m'accueillir ce matin pour parler de ce projet, le mariage pour tous, et de ses conséquences pour les enfants. Bon, moi, je vais présenter quand même rapidement la Fédération du Rhône de Familles de France. C'est une fédération importante puisque nous regroupons dans le département 69 associations des familles qui sont réparties un peu partout, dans le Beaujolais, au sud, à l'est, et beaucoup à l'ouest, comme Tassin, Écully, etc. Ces associations représentent 7500 familles adhérentes. Donc nous sommes une fédération importante au sein de notre mouvement. Alors, quand même, un mot au sujet de Familles de France, puisque parfois on nous confond, on nous rapproche beaucoup des associations familiales catholiques. Bon, c'est vrai que nous défendons un certain nombre de valeurs communes et que cette confusion, entre guillemets, est tout à fait normale. Alors, Familles de France est un mouvement généraliste, c'est un mouvement pluraliste, qui accueille toutes les familles sans considération d'appartenance politique, idéologique ou confessionnelle. C'est ce qui nous distingue notamment par rapport aux associations familiales catholiques ou associations familiales protestantes. Donc ça veut dire qu'effectivement, on accueille toutes les familles et qu'au sein de la Fédération du Rhône, toutes les familles peuvent être adhérentes. Et la position donc, que je vais vous donner ce matin est une position majoritaire. Ce n'est pas une position unanime sur ce projet de loi. Alors, je vais peut-être répéter un certain nombre de choses qui ont été exposées par M. Vergelli, puisqu'effectivement, la réflexion du mouvement et sa position se nourrit de tout ce qui est fait autour de ce projet de loi, que ce soit philosophe, que ce soit pédopsychiatre, que ce soit juriste, etc. Mais je pense que finalement, il y a peut-être un certain nombre de choses qu'on peut quand même répéter, parce que ce dont je me suis rendu compte donc, en circulant dans le département, en allant au-devant de nos associations des familles, au-devant des familles, en ayant ce que nous appelons des réunions de secteur dans différents points du département, c'est que la première réaction quand même des personnes est de dire « Oh, c'est pas très grave ce projet de loi, de toute façon, ils peuvent très bien se marier, c'est pas un problème, ils peuvent s'aimer. » Alors moi je vais évacuer tout de suite, parce qu'il faut le faire, le problème qu'on va qualifier de sentimental, d'émotionnel. Effectivement, ce n'est pas là qu'est le sujet, et je rappellerai que le mariage n'a jamais eu pour but premier de reconnaître l'amour entre deux êtres. Il n'a jamais eu pour but de reconnaître l'amour entre un homme et une femme. Donc il ne faut pas se laisser enfermer sur ce plan-là. Le mariage a été institutionnalisé pour des raisons patrimoniales et des raisons de protection du plus faible, c'est-à-dire la femme et l'enfant. Alors, il est évident qu'au départ, on pouvait imaginer qu'il y aurait un projet de loi qui ajouterait des droits, sous une forme ou une autre, pour les couples composés de personnes de même sexe. Effectivement, ce n'est pas le choix qu'a fait le gouvernement. Le gouvernement a fait le choix d'une réforme du Code civil dans ses articles concernant le mariage. Pourquoi ? Eh bien, parce que du mariage découle la filiation. Et c'est bien de cela dont il s'agit. Et je rejoindrai M. Vergelli sur ce que nous appelons une escroquerie au mot. Effectivement, en fait, ce projet de loi, dans la mesure où on modifie le mariage et on a une filiation automatique, on a une filiation pour tous, devrait s'appeler très naturellement la filiation pour tous, et les choses seraient beaucoup plus claires, et c'est bien là le cœur du sujet. Et je vous dirais d'ailleurs que Confucius disait « Les troubles surviennent lorsque les mots n'ont plus de sens ». Eh bien, pour nous, les mots père, mère, mariage ont un sens et ils doivent le conserver. Alors, ce qui m'a un peu inquiétée dans ce qu'a dit le philosophe tout à l'heure, c'est qu'il a parlé du terme faire famille. Et cela m'a beaucoup inquiétée. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, eh bien, dans le mouvement familial, au niveau de l'UNAF, donc l'UNAF, c'est l'Union nationale des associations familiales, qui regroupe l'ensemble des mouvements familiaux institutionnalisés dans notre pays comme le nôtre, eh bien, on emploie cette phrase, c'est
très curieux. On a beaucoup de mal, évidemment, à avoir une définition de la famille. Vous pensez bien, parce qu'à l'UNAF, vous avez tous les mouvements familiaux qui siègent. Donc ceux qui sont pluralistes, comme nous, mais d'autres qui sont plus, donc, on va dire, des catégories de famille ou sur d'autres thématiques. Et il est très compliqué d'avoir une définition de la famille. Et souvent, on nous dit, voilà ce qui fait famille. Alors je vais m'en inquiéter et en tout cas essayer de revenir à des mots qui aient plus de sens au sein même du mouvement familial. Donc c'est vous dire à quel point j'ai apprécié la richesse de l'intervention de tout à l'heure. Voilà. Alors, il est clair que si la loi est adoptée, si le projet de loi est adopté, nous aurons la filiation pour tous et nous aurons effectivement des enfants qui vont naître de par cette filiation de 2 femmes et de 2 hommes. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que donc l'enfant, qui est le grand absent de ce débat, parce que, et ça je tiens vraiment à remercier les organisateurs de cette journée, parce qu'on parle beaucoup des couples, on parle beaucoup d'hétéros, d'homos, mais on parle très très peu de l'enfant, et c'est quand même lui qui est le premier concerné, puisque en fait, si ce projet de loi est adapté, effectivement, nous aurons des enfants qui seront dès la naissance privés du droit d'avoir un père et une mère. Et pour le mouvement familial, c'est l'intérêt de l'enfant qui doit primer sur toute décision. Donc, dans la réalité biologique, l'enfant s'inscrit dans une filiation maternelle et paternelle, et l'enfant ne peut s'inscrire que dans une filiation possible. Or, naître de 2 femmes ou de 2 hommes n'est pas quelque chose de possible. Donc, on ne voit pas très bien comment l'enfant pourra se structurer, pourra se construire dans ce cas-là. L'enfant a besoin de la nécessaire triangulation père, mère, enfant. Il a besoin de cette complémentarité. Dans l'adoption, puisque effectivement les couples composés de personnes de même sexe auront la filiation par l'adoption plénière et l'adoption conjointe. Et dans l'adoption, on ne donne pas un enfant à un couple, mais on donne une famille à un enfant. Là, on a une rupture entre le couple procréateur et le couple éducateur. On est dans une filiation qui est une filiation d'exception et qui est une filiation complexe, mais le couple éducateur va remplacer le couple biologique et doit le remplacer dans les meilleures conditions possibles. Donc là aussi, au niveau de l'adoption, on n'a pas ajouté un second handicap à cet enfant qui est déjà particulièrement vulnérable, mais on doit lui donner le meilleur possible, à savoir un couple éducateur composé d'un père et d'une mère. Alors, je répéterai ce que nous disons souvent au sein du mouvement familial, c'est qu'il n'y a pas de droit à l'enfant, mais qu'il y a un droit de l'enfant, le droit de l'enfant d'avoir un père et une mère pour se construire. Je rajouterai que ce n'est pas à l'enfant de nourrir l'affectivité de ses parents, mais c'est bien le contraire. Et le législateur n'a pas pour vocation de légiférer uniquement pour faire droit à des désirs d'adultes, mais pour protéger l'enfant qui est un sujet de droit. Et je le répète, l'enfant n'est pas un objet de désir. On n'a pas à inventer et à changer une législation applicable à tous et aux 17 millions de familles qui existent dans notre pays uniquement parce que un certain nombre de personnes, et qui sont quand même une minorité, même si effectivement on doit respecter toutes les minorités et les écouter, mais ce n'est pas « je veux un enfant à tout prix », donc on bricole et on modifie la législation qui est applicable pour tous. Ça, ce n'est vraiment pas possible pour nous. Voilà. Alors, évidemment, le vote de ce projet de loi ouvrira la porte, et ça, vous l'avez compris, au nom de l'égalité, aux revendications donc, des couples composés de personnes de même sexe. Pourquoi ? Parce qu'ils auront droit, de par le Code civil, au même droit que les couples composés de personnes de sexe différent, c'est-à-dire d'avoir une filiation. Ils auront droit d'avoir... l'adoption va être ouverte. Mais il y a très peu d'enfants adoptés en France.
Alors je crois que les chiffres, c'est à peu près 3000 enfants adoptés ou adoptables et pour plus de 30 000 demandes dans notre pays. Donc vous voyez quand même l'écart, donc très peu d'enfants adoptables. Les pays étrangers, pour une très grande majorité d'entre eux, refusent l'adoption aux couples de personnes de même sexe. Donc on va se retrouver avec des couples qui vont dire « mais nous avons les mêmes droits, donc au nom de l'égalité, nous voulons des enfants ». Là, évidemment, les couples de femmes vont demander la PMA, la procréation médicalement assistée, et au nom de l'égalité, puisqu'au fond, on nous enferme dans ces grands principes, eh bien, au nom de l'égalité, les couples d'hommes vont tout naturellement exiger la gestation pour autrui. Alors moi, je vous rappelle que la PMA est encadrée dans notre pays, ce qui est une très bonne chose. Elle relève de la loi sur la bioéthique, et la PMA n'est autorisée que pour des raisons médicales. Et il est évident qu'elle ne doit pas devenir une procréation de confort, là aussi, pour répondre simplement à des désirs d'adultes. Alors, la gestation pour autrui, là, évidemment, on franchit encore, je dirais, un niveau, puisque là va se poser tout le problème de la marchandisation du corps de la femme et du lien qui peut, au fond, y avoir entre l'enfant qu'elle a porté et qu'elle va donner, qu'elle va remettre comme un simple objet à un couple qui l'aura acheté. Je crois qu'on ne peut pas parler autrement, puisqu'on disait que les mots avaient un sens. Alors je suis quand même assez surprise, voyez-vous, que pendant des années, on nous a parlé de Françoise Dolto. Pendant des années, on nous a parlé des liens qui se créaient entre la mère et l'enfant, déjà pendant la grossesse, au moment de l'accouchement. Beaucoup de psychologues, de pédiopsychiatres vont vous parler de ce lien extraordinaire, ne serait-ce que du regard que la mère porte sur son enfant au moment de sa naissance, ou la voix de la maman qui est reconnue par l'enfant. Donc, dans un cas de GPA, écoutez, on fait un grand trait sur tout ça. Tout ça a disparu uniquement parce que voilà, des personnes ont envie d'avoir un enfant. Et moi, nous pensons très sincèrement dans le mouvement familial que c'est l'enfant qu'il faut protéger et que on n'a pas, enfin, je veux dire, l'enfant n'est pas un objet de désir. On n'achète pas un enfant comme on achète une voiture ou un manteau. Alors, il faudra être extrêmement vigilant. D'abord, quand même, je tiens à rappeler, alors, les médias sont dans une désinformation totale qui frôle vraiment l'indécence. C'est des mots que j'ai employés il y a 2 jours dans une autre réunion. C'était vraiment inacceptable de voir ce qui s'est passé, ce qui s'est dit après la mobilisation du 13 janvier. Bon, on peut quand même se rassurer. J'ai plusieurs amis qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas pu venir à Paris pour des raisons médicales, mais ils m'ont dit les images parlent d'elles-mêmes. Et je crois que c'est vrai. Quand vous voyez les images de cette manifestation, vous pouvez toujours dire il y avait 350 000 personnes, personne ne peut le croire. Puisque quand Johnny remplit le Champ de Mars pour un de ses concerts, on vous en annonce 700 000, 800 000. Alors on ne voit pas pourquoi, pour nous, alors qu'il était noir de monde, on nous annonce 350 000. Bon, les médias, certains ont quand même évolué dans les jours qui ont suivi, et par moments, on parlait quand même de 800 000, 1 million de personnes, mais je vous l'accorde qu'il y a une véritable désinformation qui est absolument inacceptable. Alors, ce que je voulais vous dire quand même, c'est que grâce à un amendement législatif, donc en commission des lois de l'Assemblée nationale, les mots père et mère ont quand même été réintroduits. Donc ça, c'est important. Et ça veut dire que même si le gouvernement feint d'ignorer l'ampleur de la manifestation, l'ampleur de cette France silencieuse qui s'est mobilisée face à l'énormité de cette réforme, malgré tout, les mots père et mère ont été réintroduits. Et la PMA qui avait été introduite dans le projet de loi a été retirée, mais nous devons rester extrêmement vigilants et le mouvement familial aura beaucoup à travailler parce qu'au mois de mars, on nous annonce une loi globale sur la famille.
Alors, moi, on vous a dit en introduction que je suis responsable de la commission politique familiale au niveau national. Alors c'est vrai que moi, ce mot global m'interpelle et m'inquiète beaucoup parce que je me demande ce qu'on va encore nous proposer. En tout cas, il est clair que dans la loi qui va être déposée au mois de mars, la PMA a été réintroduite. Et on parle également du fameux statut du beau-parent. Voilà, donc je veux dire, il y a toute une vigilance à avoir en plus, évidemment, du projet qui nous occupe aujourd'hui. Je rappellerai également que si les Français semblent, d'après les sondages, accepter en majorité l'idée du mariage pour les couples de personnes de même sexe, ils sont majoritairement opposés, évidemment, à tout ce qui est adoption et tout ce qui est PMA. Et ça, je crois qu'il faut vraiment le répéter. Et on ne le répétera jamais assez. Parce que la première réaction est de dire bon, le mariage c'est pas grave, mais on veut pas qu'ils adoptent et on veut pas de PMA. C'est d'expliquer que c'est lié. C'est la réforme du Code civil qui va entraîner tout ça. Donc c'est absolument absurde de dire je suis pour le mariage, mais je suis contre l'adoption. Voilà. Et ça, je crois qu'il nous appartient à tous de le dire et de le répéter. Vous ne pouvez pas scinder parce que la loi, elle n'est pas faite de 2 morceaux. Elle est, elle aussi, globale. Et c'est cette réforme qui entraînera tout ça. Alors, ce que je voulais également vous dire, c'est qu'il est important, et nous avons écrit, notre mouvement familial a écrit à tous les parlementaires pour leur exposer notre point de vue et pour dire que le législateur a une responsabilité. Sa responsabilité, je l'ai dit, c'est de ne pas légiférer uniquement pour faire droit à des désirs d'adultes et qui doit protéger les plus vulnérables. Et le plus vulnérable, c'est l'enfant. Alors, pour terminer, je déborderai un peu du cadre du projet de loi. Je vous ai parlé de la future loi du mois de mars. Et puis, donc, je voulais aussi vous parler de ce qu'a dit le philosophe tout à l'heure sur la théorie du genre. Parce que là, je pense qu'en tant que parents, nous avons une responsabilité et un véritable devoir, là aussi, d'être très attentifs à ce qui se passe autour de nous. Vous savez qu'il y a un projet, enfin, qu'il y a une réforme en cours qui s'appelle « Refondons l'école ». Eh bien, il va falloir être vigilant sur les mots et sur les programmes qui vont être contenus dans cette réforme. Parce que nous avons vu que dans un courrier de M. Payon adressé au recteur, il conseillait aux chefs d'établissement de diffuser très largement auprès des jeunes un site et un lieu d'appel qui s'appelle Ligne Azur. Moi, je suis allée voir tout ça avec d'autres personnes. Et tout cela, ça renvoie à des brochures pour expliquer l'éducation sexuelle aux jeunes et comment ils doivent se déterminer. Et notamment, il y a des livrets qui sont crus au niveau des mots et au niveau des images pour expliquer aux filles que oui, c'est pas mal finalement d'avoir des relations entre filles. C'est-à-dire que ces livrets font quand même l'apologie de l'homosexualité. Et j'ai été assez impressionnée parce qu'il y a un tableau, et ça rejoint tout à fait ce que M. Vergely a dit tout à l'heure. Il y a un tableau où vous pouvez cocher, et donc vous rentrez, je suis née avec un corps de femme, mais en fait, moi j'ai plutôt des pulsions d'homme, ou des pulsions de ci, ou des pulsions de ça. Donc ça, c'est absolument effrayant, parce que ça s'adresse à des jeunes qui sont en pleine construction. Donc vous pouvez imaginer les ravages de ce que ce genre de choses peut faire. Voilà, donc il est clair que dans le gouvernement, on a cité un certain nombre de personnes tout à l'heure, au niveau du gouvernement et en tout cas au niveau du ministère de l'Éducation nationale, on est en plein délire de la théorie du genre. Et on sait que cette théorie a fait des ravages aux États-Unis. Je crois qu'ils en reviennent, qu'ils ont compris tous les dégâts que ça pouvait causer. Et il appartient effectivement à nous, mouvement familial, qui représentons les familles, et pour nous l'ensemble des familles, d'être attentifs, de dénoncer tout ça et de travailler sur tous ces textes, en tout cas avec votre aide. Merci.